quoi ressembleraient les cartes postales de la capitale bretonne sans ces maisons à pans de bois. Un patrimoine emblématique de plus de 500 ans, avec des maisons construites à partir de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Leurs façades colorées font depuis longtemps la réputation de la ville de Rennes. Plus encore qu'un lieu de balade et de flânerie, le centre-ville est aussi un lieu de vie qui compte 21 000 habitants, dont 9 000 dans le centre ancien. Très animé, il est également le premier centre commercial à ciel ouvert de Bretagne, avec 1600 commerces. Pourtant, derrière les portes cochères se cache un autre décor. Des immeubles en ossature bois étouffés par des enduits peu appropriés, alourdis et fragilisés par les effets d'une division excessive des logements. Ces situations ont conduit à l'apparition de pathologies structurelles sur les bâtiments qui font peser de graves menaces sur la pérennité du patrimoine. Les immeubles présentent également des risques élevés pour les occupants. Certains logements s'avèrent non secourables par les pompiers en cas d'incendie. À cela s'ajoutent des problématiques de logements indignes et insalubres. En 2009, suite à la succession d'effondrements partiels d'immeubles et à la survenue de plusieurs incendies, la prise de conscience de la collectivité est brutale. Un diagnostic de l'état du bâti du centre historique, nommé le rapport Tattier, et commandé par le maire Edmond Hervé en fin de mandat, sonne l'alerte. La lecture du rapport, je dois dire, est un choc parce que nous étions loin d'imaginer que derrière des façades patrimoniales de grande qualité, dans un centre-ville très attractif et très habité, il y avait en réalité un niveau de dégradation du bâti extrêmement important puisque le centre historique de Rennes, c'est 1600 immeubles et que le rapport Tattier nous indique que 600 sont structurellement dégradés, dont 300 très dégradés, avec des problèmes extrêmement lourds de structure. Edmond Hervé confie alors à Nathalie Appéré, future première adjointe de Daniel Delaveau, la mission de prendre le dossier à bras-le-corps. C'est un dossier qui, évidemment, est très intimidant parce qu'on prend la mesure du travail à accomplir et où on se rend compte qu'il va falloir traiter immeuble par immeuble, cage d'escalier par cage d'escalier et s'engager sur une politique qui mène à la fois la réponse à l'urgence et surtout une structuration de long terme parce qu'on prend conscience en 2008 qu'on en a pour de nombreuses années pour relever ce grand défi des 300 immeubles à réhabiliter. La ville de Rennes lance alors un vaste programme de requalification du centre historique, l'opération Rennes Centre Ancien. Le pilotage est confié à la Société publique locale d'aménagement Territoire public. Cette opération d'envergure est sans précédent à Rennes par son ampleur, ses moyens humains et financiers et ses ambitions. Elle est fondée sur la combinaison de dispositifs incitatifs comme l'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain, dite OPARU, et coercitifs quand la situation le nécessite. En 2011 démarre une première phase d'intervention jusqu'à 2016, au cours de laquelle 150 immeubles seront réhabilités. Mais le nombre important d'immeubles restant en mauvais état a justifié le lancement d'une seconde phase sur la période 2016-2023. Les objectifs de l'opération Rennes Centre Ancien sont multiples. Il s'agit avant tout de réhabiliter les immeubles lourdement dégradés du centre-ville, de les sécuriser vis-à-vis du risque incendie, vis-à-vis du risque structurel, mais aussi de lutter contre l'habitat indigne, l'habitat dangereux, l'habitat insalubre. Mais c'est aussi préserver la qualité patrimoniale de ce bâti remarquable, tout en améliorant sa performance thermique. Il s'agit aussi de produire une offre de logements abordables, diversifiée à travers 3 axes. Le maintien des propriétaires occupants en place, ils ne sont que 14% sur le centre historique, mais aussi d'attirer d'autres propriétaires occupants sur le centre-ville. C'est aussi pratiquer du logement conventionné, du logement maîtrisé, c'est-à-dire plafonné, de manière à réguler le marché immobilier, mais aussi à permettre à des ménages plus modestes de se loger en centre-ville. Et le dernier axe, c'est ce qui relève de la restructuration de logements, puisque le centre-ville de Rennes aujourd'hui, c'est 63% de petits logements, studio et T1. L'objectif est de produire une offre nouvelle, plus grande, pour accueillir d'autres profils de ménages. Et enfin, une mission nouvelle, une mission qui est apparue en 2016, c'est la mission commerce, avec pour objectif de redynamiser et de pérenniser l'activité commerciale du centre-ville, encore plus en cette période de crise sanitaire.
Pour mener ces objectifs, l'aménageur territoire public accompagne les propriétaires privés, occupants ou bailleurs, de logements et de commerces dans toutes les étapes d'élaboration de leurs travaux. Il joue un véritable rôle d'ensemblier entre les différents acteurs, tels que l'architecte des bâtiments de France, les pompiers, le service santé-environnement spécialisé sur la salubrité, les syndics de copropriété, les architectes ou encore les maîtres d'œuvre, sans oublier les financeurs publics. Les financements publics, ils émanent de deux organismes, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qu'on appelle l'ANA, et Rennes Métropole. Donc ces deux financeurs accompagnent les copropriétés privées et les propriétaires à hauteur de 30% sans condition, donc 30% du montant des travaux hors taxes et honoraires techniques, à quoi s'ajoutent des subventions dites individuelles, en cas de propriétaire occupant modeste ou de propriétaire bailleur qui plafonne son loyer, qui peuvent aller jusqu'à 95% pour les propriétaires occupants et 60% pour les propriétaires bailleurs. Le reste du coût des travaux, estimé en moyenne entre 3 000 et 3 500 € au mètre carré, est à la charge des propriétaires, d'où la difficulté parfois de faire avancer les dossiers. Dans certains cas, la collectivité peut déclencher une procédure de péril ou d'insalubrité, assortie d'interdiction d'habiter, de louer ou encore d'exercer son activité commerciale, si le bien présente un risque pour la sécurité ou pour la santé des occupants. Le service santé-environnement de la ville de Rennes est chargé de vérifier la conformité des logements vis-à-vis des règles sanitaires. Dans un immeuble, on va regarder l'aspect structurel, l'état des planchers, des parties communes, etc. Dans un logement, on va s'attacher vraiment aux qualités propres du logement. Un facteur, par exemple, qui est très important dans la salubrité d'un logement, ça va être la qualité de l'éclairement naturel. Ce qui impacte également la qualité d'un logement, c'est bien sûr les matériaux qui le constituent, les revêtements qui peuvent être à l'origine de pathologies, comme des revêtements, des peintures au plomb, ou des canalisations d'amener d'eau qui sont en plomb. La notion d'équipement sanitaire, comment est équipé le logement? Est-ce que les équipements sanitaires sont de qualité? Est-ce qu'on a des présences d'humidité, de moisissures? Parfois, vous allez avoir des efflorescences de moisissures auxquelles vous n'allez pas forcément porter une grande attention. Et il faut savoir qu'il y a des moisissures qui sont vraiment allergisantes, voire toxiques pour certaines. Également, les dimensions propres du logement. Un logement trop petit, même si les occupants ne le perçoivent pas au moment de la prise en location, peut avoir un effet délétère sur la santé des occupants. Trop petit, une hauteur sous plafond insuffisante, donc des difficultés à se mouvoir, une sensation d'oppression et des risques psychiques importants. Les réactions au feu importantes des maisons à pans de bois, les difficultés d'accès en cœur d'îlot, l'étroitesse des rues, les immeubles imbriqués sans coupe-feu, ou encore la densification parcellaire rend difficile l'intervention des pompiers en cas d'incendie. Pour y remédier, le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine participe aux différentes réunions et visites de chantier pour proposer des solutions et en assurer le suivi. Lors des réhabilitations, le SDIS s'attache à travailler sur 3 axes principaux. Le premier, on est sur la secourabilité de l'ensemble des logements, c'est-à-dire soit permettre à l'occupant d'évacuer en toute sécurité, soit permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder jusqu'au logement. Le deuxième axe, on est sur l'isolement du bâtiment par rapport au bâtiment adjacent, en réalisant un degré coupe-feu sur la totalité des parois accolées. Et on a également un travail sur les parties communes, donc tout ce qui est escalier et dessertes communes, avec la mise en place de matériaux minéraux pour éviter le potentiel calorifique à l'intérieur même. Et dans ce même temps, on travaille sur la mise aux normes des réseaux gaz et électricité. Avec un départ de feu tous les 5 jours dans le centre-ville, il est primordial de rendre secourables tous les logements d'un immeuble. Par exemple, l'installation d'une échelle rétractable de type Jomy peut être envisagée pour permettre aux occupants d'évacuer ou aux pompiers d'accéder aux étages. Après le grand incendie de 1720, ce sont plus de 900 habitations qui sont parties en fumée, soit 45% de la surface bâtie. Aujourd'hui, dans les rues et cours intérieures de Rennes, il reste 370 maisons à pans de bois. Et c'est seulement à partir de 1985, avec l'adoption du secteur sauvegardé de Rennes, que la valeur historique et touristique de ce patrimoine est reconnue et protégée. À ce titre, l'architecte des bâtiments de France est consulté pour tous les dossiers de restauration, afin de vérifier la conformité du plan de sauvegarde et de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Il s'agit d'un document d'urbanisme qui s'applique dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la ville de Rennes. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Rennes est très explicite sur les matériaux à employer.
il va être très prescriptif. C'est-à-dire que tout le monde doit s'y conformer, y compris l'architecte des bâtiments de France. Et l'architecte des bâtiments de France, d'une certaine façon, il est le garant du respect, du règlement, du site patrimonial remarquable de la ville de Rennes. Et ce règlement, il dit beaucoup de choses. Et il parle beaucoup des matériaux, c'est-à-dire des matériaux qu'il faut utiliser. Ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut utiliser. Et ces matériaux, c'est ni plus ni moins que ceux qui ont été retrouvés et qui sont contemporains de la période de construction du bâti auquel on s'intéresse au moment où l'opération prend lieu. L'objectif, c'est de ne pas perdre de connaissances. C'est de les conserver et qu'elles soient vivantes, ces connaissances. C'est-à-dire que lorsque l'on parcourt les rues de la ville de Rennes, on peut tous en profiter. Et nous n'en sommes que les dépositaires. Donc, il est essentiel qu'on puisse le transmettre, qu'encore très longtemps, bien après notre propre espérance de vie, d'autres que nous puissent en profiter. Un héritage à protéger qui requiert une expertise et une adaptation de chaque instant pour l'architecte, véritable chef d'orchestre lors de ses réhabilitations, dont la durée moyenne est de 2 ans pour un immeuble. Les interventions sont très différentes puisqu'on doit s'adapter en fait au bâtiment, à ses techniques constructives avec des matériaux qui sont caractéristiques de différentes époques. On a, pour les immeubles les plus anciens du centre ancien, on est sur du 15e. On va jusqu'au béton parce qu'il y a aussi des immeubles du 20e. On travaille toujours sur de la restauration, de la réhabilitation, donc on ne s'éloigne jamais trop de l'essence même du bâtiment. La première des choses qu'on fait quand on arrive sur un bâtiment, c'est d'en faire l'état des lieux, le diagnostic. Donc il faut avoir l'œil formé sur les pathologies en fait, d'un bâtiment existant, sur les pathologies des différentes techniques de construction de ce bâtiment. La première copropriété de France est née à Rennes à la suite du grand incendie et avec la reconstruction. On est passé d'un habitat privé individuel à des bâtiments collectifs pour loger plus de personnes. Les copropriétés représentent aujourd'hui 90% des immeubles du centre-ville. Les syndics de copropriété ont donc un rôle majeur dans la sensibilisation auprès des propriétaires, pas toujours conscients des enjeux. Majoritairement, les travaux préconisés dans le cadre d'une opération de réhabilitation concernent des travaux de structure, de charpente qui sont cachés. Et donc effectivement, lorsqu'on refait une peinture de cage d'escalier, on le voit tout de suite. Lorsqu'on refait une structure, on ne le voit pas. Et c'est toujours plus difficile d'avoir conscience de travaux qu'on ne voit pas. Nous avons des dossiers d'opérations de réhabilitation de copropriétés qui souhaitent faire des travaux, qui ont décidé de le faire sans y être imposés. Mais nous avons des opérations de réhabilitation sur des dossiers plus compliqués, tels que des arrêtés de péril, des déclarations d'utilité publique. Et là, le sentiment d'avoir ces travaux imposés est compliqué pour le copropriétaire. On impose des centaines de milliers d'euros de travaux, alors qu'ils ont peut-être acheté quelques semaines, quelques mois, quelques années avant. On voit les copropriétaires démunis au début, beaucoup plus sereins par la suite, et avec un certain engouement au final, alors qu'ils n'ont pas touché de loyer, par exemple, pendant des mois ou peut-être un an, dans le cadre d'un arrêté de péril. Et pourtant, on a cet engouement qui se crée et ce dynamisme et les remerciements derrière des copropriétaires quand les travaux commencent, quand les travaux se réalisent. Comme le cas de cette copropriétaire d'un immeuble rue Saint-Georges qui ne s'attendait pas à de tels travaux. Il avait été prévu de refaire le ravalement sur la cour. Et c'est quand ce ravalement, quand on a commencé à enlever l'enduit, qu'on s'est aperçu que les structures bois étaient très dégradées et que ça pouvait perturber la statique de l'immeuble. Donc ça a changé complètement de type de travaux. Et puis après, une fois que ces travaux ont été faits, il y a une étude globale de tout l'immeuble, des structures dans les caves, etc. Et on nous a dit, ben, vous voyez, là, la poutre là, qui est normalement dans le mur, celle qui tient à toute la maison, elle n'est plus dans le mur. Donc, l'immeuble risque de s'écrouler. Et donc la copropriété, très rapidement, a voté en assemblée générale la réalisation de ces travaux. On est là tous depuis longtemps, on se connaît bien et on s'entend très bien. Donc l'accord a été très rapidement obtenu. Ça s'est globalement bien passé. Forcément, on n'a rien sans rien, donc il y a eu quelques désagréments, beaucoup de poussière, mais tout s'est passé dans la bonne entente. Et puis en plus, on avait la chance aussi d'avoir notre syndic extrêmement tonique et efficace, qui s'est chargé de toutes les demandes de subventions, etc., enfin, toutes les démarches administratives. Les copropriétaires, on était 7, on n'a rien fait. On signait les papiers, c'est tout. Les travaux de structure du bâtiment et des parties communes se sont déroulés de 2014 à 2017 et ont coûté plus d'1 million d'euros aux 7 copropriétaires qui ont bénéficié de 40% de subventions.
Pour le propriétaire bailleur de cet immeuble du 17e, composé de 3 appartements, le coût des travaux représente 645 000 €. Il a bénéficié de 100 000 € de subventions, dont une aide complémentaire grâce à des logements conventionnés. Des travaux réalisés de septembre 2019 à décembre 2020 dans les règles de l'art. On a travaillé dans des conditions remarquables puisque on a utilisé les méthodes traditionnelles de construction. On a utilisé des matériaux nobles. Pour vous donner quelques exemples, les murs sont réalisés en chêne massif avec remplissage terre, latis en châtaignier, enduit en chaux. La charpente a été reconstruite en chêne selon les assemblages d'origine. Les portes et fenêtres sont réalisées aux dimensions de départ avec du chêne massif. Dans la mesure du possible, les parquets de ce bâtiment ont été gardés, réparés le cas échéant quand il y avait besoin, et l'escalier qui a été complètement gardé avec réparation des éléments abîmés, je dirais selon les façons de procéder d'autrefois. Je suis très content, je dirais, de la collaboration qu'il y a pu avoir avec les différents partenaires qui sont intervenus. C'est donc un projet réussi à mes yeux et j'estime que c'est réussi à titre personnel, mais c'est réussi à titre collectif également. À l'image de cette réhabilitation, plus de 250 immeubles, soit environ 2500 logements, seront réhabilités en 2023 grâce à l'opération Rennes Centre Ancien. Sur ces 12 années, le montant des travaux s'élève à 156 millions €, avec un financement de la ville de Rennes et de Rennes Métropole à hauteur de 35 millions €. La ville de Rennes est celle qui compte le plus de maisons à pans de bois en Bretagne, grâce à cette politique publique de longue date en faveur de la préservation du patrimoine bâti, si cher aux Rennais.